Niamey, la capitale, et Salah, les responsabilités sont partagées relativement à cette insalubrité créée dans la ville de Niamey. Réaction à suivre dans ce journal. Les syndicats du secteur de la jeunesse et des sports fustigent la façon dont le ministre de la jeunesse et des sports gère ce ministère. Il le fait savoir dans une déclaration rendue publique ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari, édition de ce jour, mercredi 19 juillet 2017. Bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais, donc, pour débuter ce journal, dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi, Reporters sans frontières a condamné la décision de justice qui inflige une peine de 2 ans de prison à notre confrère Baba Alpha. RSF demande par conséquent aux autorités nigériennes de revoir cette décision. Suivez donc la substance de ce communiqué de presse. La condamnation du journaliste Baba Alpha à 2 ans de prison ferme le 18 juillet. Reporters sans frontières, RSF dénonce cette décision de la justice nigérienne. Accusé d'avoir usurpé la nationalité nigérienne, Baba Alpha et son père âgé de 70 ans étaient poursuivis pour usage de faux en écriture publique, note RSF. Selon cette organisation, Omar Sidi, qui était accusé d'être l'auteur de faux papiers, a en revanche été libéré il y a 2 mois et les charges contre lui abandonnées. Les charges contre Baba Alpha et son père avaient été requalifiées afin de lever tout soupçon sur cet homme d'affaires influent et proche du pouvoir, précise RSF, qui s'insurge d'ailleurs contre cette décision disproportionnée dont le but n'est d'autre que d'écarter et de faire taire un journaliste réputé pour son professionnalisme et sa vision critique de la gestion des affaires publiques. C'est pourquoi Reporters sans frontières appelle les autorités nigériennes à revenir sur cette condamnation ubuesque. Présentateur à la télévision Bonferré, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'information synatique et ancien président de la maison de la presse, Baba Alpha est connu pour sa liberté de ton et ses critiques acerbes envers le pouvoir, ajoute à RSF. Toujours selon cette même association, Baba Alpha avait été approché par la présidence qui lui avait proposé d'y travailler, mais ce dernier a refusé. En juillet 2016, Baba Alpha, à l'époque président de la maison de la presse, avait appelé au boycott de la cérémonie de rupture collective des jeunes à la présidence qu'organise chaque année le président de la République, a martelé RSF, qui a d'ailleurs rappelé le rang qu'occupe le Niger au classement mondial de la liberté de la presse cette année 2017, 61e place sur 188 pays du monde. Et puis, depuis la prison civile de Niamey, où séjourne désormais notre confrère Baba Alpha de la télévision Bonferré, a livré un message dans lequel il dénonce, il dit donc la démocratie est sincèrement en danger. Il cite dans ce message: je ne saurais porter un jugement particulier sur cette décision du tribunal. Je veux bien le croire de l'intime conviction de la juge qui a présidé mon procès. Cependant, je me réserve le droit de faire appel de ce verdict afin de refuser la destruction de ma vie et de ma famille. Dans son message, Baba Alpha a exprimé sa gratitude à l'ensemble des Nigériens de bonne volonté, de bonne foi, des parents, amis et connaissances, et surtout les confrères du Niger et ceux de l'extérieur et des avocats qui ont donc soutenu Baba Alpha de cette rude épreuve. Vous avez également la reconnaissance de mon père, poursuit Baba Alpha, avec qui je reste aussi 2 ans loin de ma mère, mon épouse, et mes frères et ses frères, des filles aussi. À cet instant précis, poursuit Baba Alpha, mes pensées se dirigent particulièrement vers 4 personnes. D'abord ma mère, ensuite ma femme Rachida et enfin mes 2 filles Fatouma et Ahazara, qui vont désormais vivre 2 ans sans bénéficier de l'affection paternelle. Baba Alpha a conclu son message en rappelant que son combat pour un Niger débarrassé de la corruption
de l'impunité, du trafic d'influence, de l'injustice, de la pensée unique restera incorrigible face à toutes les vicissitudes de ce bas monde et de la haine des mortels. C'était là donc la substance du message livré par Baba Alpha depuis la prison civile de Niamey. Le fondateur du journal Le Courrier a été entendu ce mercredi matin par le juge en charge de son dossier. L'audition a duré près d'une heure. Ali Soumana est poursuivi pour soustraction d'une pièce d'un dossier en cours d'instruction qu'il avait publié dans une de ses parutions. Il est placé en mandat de dépôt à la prison civile de Filengue. Je le disais dans les titres, Niamey, la capitale, fait face à un sérieux problème d'assainissement, surtout en cette période de pluie. Entre autres difficultés, les stagnations des eaux usées du fait du blocage des caniveaux qui ne sont pas du tout bien entretenus. Devant cet état de fait, les responsabilités sont partagées. Assainissement dans la ville de Niamey, c'est dans ce dossier signé Ismaël Lamoumouni et Aboubakar Souley. Vitrine du pays, Niamey, la capitale, souffre d'un certain nombre de malaises liés à l'hygiène et à l'assainissement, parmi lesquels figure le problème de gestion du système de drainage des eaux usées. Les caniveaux, ce sont des ouvrages qui servent à évacuer toutes les saletés, tous les déchets, tous les rejets que le fonctionnement de nos villes engendre. C'est, si vous voulez, ce qu'on appelle le système d'assainissement, en termes techniques. Il y a plusieurs types de systèmes d'assainissement. Il y a les systèmes d'assainissement à l'échelle des habitations, qu'on appelle assainissement individuel. Il y a le système d'assainissement à l'échelle urbaine, à l'échelle de la ville, qu'on appelle assainissement collectif. Caniveaux submergés et d'autres bouchées rendant les voies impraticables. Cette situation traduit l'insuffisance responsable de la ville de Niamey, estime la société civile. Après une pluie, Niamey devient un marécage parce que l'eau stagne. Dès lors que les caniveaux sont bouchés, ils ne sont pas entretenus. Maintenant, si l'eau n'a pas la force de faire détruire les maisons, c'est qu'elle stagne. Niamey se développe selon l'anarchie, où on a le courage de gérer vraiment la ville de Niamey. Les autorités municipales, elles servent à quoi? La population a joué aussi sa partition dans cette situation lamentable, affirment les autorités en charge de la question. En dehors du sable que les eaux charrient, il y a également le comportement de l'homme. Vous avez des caniveaux qui ont existé pendant des années et qui aujourd'hui, quand vous allez trouver que tout est fermé. Il y a aussi le mauvais usage de ces caniveaux-là qui explique effectivement les inondations qui sont constatées ça et là. Le mauvais usage, c'est quoi? Vous allez voir, normalement, les caniveaux sont censés recevoir des déchets liquides. Malheureusement, vous allez voir que la population jette dans ces caniveaux-là des déchets solides. La population ne nie pas sa responsabilité. Elle demande un appui pour curer les caniveaux. On en a marre de ça. Vraiment, on a fatigué avec ça. De pouvoir, on met dans le... Comment on dit? Moi, je ne sais pas comment on dit. Aujourd'hui, on veut verser dans les caniveaux. Ça, c'est pas bon. C'est pas vraiment du tout bon. Il faut essayer de nous aider. On a enlevé les ordures ou bien les chassés là qu'ils ont mis dedans. Ça, vraiment, c'est pas bon. Les gens qui viennent verser là, ne pas verser dedans. D'autres n'ont pas attendu l'aide des autorités qui tardent à venir pour curer leurs caniveaux. C'est nous qu'on a cotisé on a commencé à 4 personnes pour créer ça. Après, on a lancé les gens de quartier, on nous a aidés pour créer ça. Après, on est parti avec le maire. Le maire même n'a mené son aide. Le maire a dit que bon, on a continué notre travail. Il est venu 4 fois. Après, il amène les voitures pour venir ramasser. Maintenant, on a qu'à remercier les gens qui nous ont aidés. Les gens du quartier qui nous ont aidés. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait un truc dans le Barca. Dieu nous connaît ça. Dieu nous mettre Barca dans le travail qu'on a fait. Ça fait longtemps qu'on n'a jamais ouvert ça. Parce que nous, moi j'ai dépassé 20 ans ici. On n'a jamais ouvert ça devant moi. Alors, c'est nous qu'on a ouvert maintenant pour
pour enlever les saletés. En dehors des manques d'entretien, d'autres axes pourtant recommandés ne bénéficient pas des caniveaux et cela peut engendrer des conséquences multiples. Chaque fois qu'il y a une forte pluviométrie, si vous voulez, les habitations les plus vulnérables sont exposées à des risques qui amènent des fois à des pertes en vie humaine. Il y a aussi les problèmes liés même à la circulation, parce que vous voyez la circulation au sein de nos villes, elle est extrêmement difficile. Si vous ne prenez pas un axe structurant qui est goudronné, vous avez toutes les difficultés. Ce qui fait que nos moyens de déplacement ont toujours des problèmes. En dehors de cela, il y a également les problèmes liés à la santé. L'entretien des caniveaux est une affaire de tous. Autorités comme population doivent conjuguer leurs efforts pour venir à bout de cette situation. Et puis nous recevons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Stanislas Dayram. Il est professeur à l'université suisse UMEF. C'est l'université de management de l'économie et des finances qui va ouvrir ses portes ici à Niamey à partir de la rentrée prochaine en octobre prochain. Plaisir du professeur, bonsoir. Bonsoir monsieur. Donc le temps de revenir avec vous, signalons que 3 syndicats du secteur de la jeunesse et des sports du Niger, à savoir le SINAGEX, le SINAEP et le Centragex, réunis au sein d'un collectif, ont exprimé leur inquiétude face à la gestion du ministre de la jeunesse et des sports. Ils l'ont fait savoir ce mercredi dans une déclaration rendue publique, déclaration dans laquelle le collectif exige l'abrogation pure et simple de certains arrêtés pris par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le résumé de cette déclaration avec Asma Oseidou et Sadou Doumi. Plus rien ne va entre le collectif des syndicats des secteurs de la jeunesse, sport et culture et l'actuel ministre de la jeunesse. Ce collectif s'insurge contre la gestion de l'actuel ministre de la jeunesse et des sports. Le collectif des syndicats de la jeunesse, des sports et de la culture s'indigne et s'inquiète profondément du climat délétère dans lequel est replongé le ministère de la jeunesse et des sports depuis ses nominations, alors qu'à un moment précis et récent, c'est un espoir qui est si vite émoussé, exige l'annulation de toutes les affectations et nominations qui ne répondent pas au profil post-emploi. Les cas les plus illustratifs sont le remplacement d'un inspecteur de la jeunesse et des sports par un soi-disant professeur d'enseignement secondaire à la direction d'exploitation du stade général Séni Kounti, qui est un poste hautement technique. Et le cas du directeur de l'Académie des Arts, qui, malgré ses 32 ans d'expérience, a été remplacé par un intrus, dénonce la politisation de l'administration à outrance et la mise en chômage technique de plusieurs cadres du ministère par les militants du parti politique du ministre Kassoum Mokhtar. Dénonce la dernière nomination d'un instituteur adjoint à la coordination de la ligne verte du centre des jeunes de Bukoki dédié à la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Déplore et prend acte du comportement complice du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports et le rend entièrement responsable de tout ce qui adviendra au cadre du ministère dont il est pourtant issu. Regrette le comportement peu orthodoxe du ministre de la Jeunesse et des Sports dans l'exercice de sa noble mission ministérielle. Demande au président de la République de bien vouloir aider les jeunes et le sport nigérien en procédant au remplacement du ministre Kassoum Mokhtar à la tête du ministère. Tout en rassurant les agents, le collectif des syndicats de la jeunesse, sport et culture entend user de tous les moyens légaux pour défendre les intérêts des travailleurs. Le collectif des syndicats informe par ailleurs le ministre que s'il sait ce que pensent réellement les cadres du ministère, de sa personne et de sa gouvernance, il ne passera pas une seule seconde au ministère. Enfin, le collectif des syndicats interpelle la conscience collective des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports afin que, dans un sursaut corporatiste, nous puissions œuvrer ensemble pour combattre l'adversité d'où qu'elle vienne.
Pour se faire entendre davantage, ce collectif projette d'organiser des assemblées générales sectorielles et un mot d'ordre sera lancé pour exiger l'abrogation de certains arrêtés pris par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Une première au Niger, une nouvelle université européenne va ouvrir ses portes à partir de la prochaine rentrée académique. Elle s'appelle Université Suisse, Université UMEF, Université donc pour la formation en management et économie et finance. Elle a été inaugurée hier soir. C'était en présence de nos reporters Adamou Oussoumana et Sadou Doumi. Cette université, elle a déjà fait ses preuves en matière de qualité académique dans presque tous les pays du monde. Suivez plutôt. Cette cérémonie, qui se veut grandiose et riche en couleurs, marque l'inauguration officielle de la Swiss UMEF University of Niger, une prestigieuse université en plein cœur de la capitale nigérienne qui offre un enseignement supérieur de qualité aux jeunes nigériens, voire à ceux de la sous-région dans des filières telles le droit, le management et les relations internationales. Swiss UMEF University of Niger est une université privée branche de Swiss UMEF University, qui est la première université européenne à s'installer ici à Niamey. Cette université est une opportunité extraordinaire pour la jeunesse africaine en général et la jeunesse nigérienne en particulier. Jeunesse en quête d'un savoir et d'un savoir-faire qui les amène sous d'autres cieux, qui les oblige à traverser des frontières pour aller au Maghreb, en Europe, à la recherche d'un enseignement supérieur de qualité, avec toujours la même soif d'apprendre et de venir servir leur pays. Nous ne formons pas seulement les étudiants pour chercher un travail. Notre but est de former à la création de travail. Nous mettons l'accent sur la qualité. Nous n'avons pas de frais de scolarité traditionnels. Nous n'avons pas de frais de scolarité trop chers. Si quelqu'un voulait étudier chez nous, s'il passe notre test d'entrée, avec les certains moyens, nous allons assurer à 100%. L'étudiant ou l'étudiant n'y payera rien du tout. Une noble initiative vivement saluée aussi bien par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur que par le gouverneur de la région de Niamey, qui s'est naturellement réjoui de l'avènement de cette université dans sa région. Quand la qualité suisse mondialement reconnue se transporte au Niger à travers Swiss UMEF University of Niger, saisissez alors cette opportunité en inscrivant vos enfants afin de garantir leur avenir et celui du pays. Rendez-vous alors au siège de la Swiss UMEF University, sise en face du garage municipal sur le goudron menant au CEG 11 pour plus de renseignements. Oui, justement, Adam Ousmana, pour parler de cette nouvelle université européenne qui s'installe, donc qui va ouvrir ses portes ici à Niamey, nous recevons ici sur ce plateau professeur Stanislas Deram. Il est professeur donc au sein de cette université. Professeur, bonsoir. Bonsoir à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour justement parler de cette université qui va démarrer bientôt au Niger. Et pour commencer, pourquoi le choix du Niger pour l'ouverture de cette branche de l'université suisse UMEF au Niger? Le Niger, il s'est imposé pratiquement de lui-même. Donc l'université, comme ça a été dit dans le reportage, on est présent dans 3 continents. On est présent en Europe, en Afrique, en Asie. Et en Afrique, on était présent à Bamako et tout naturellement, on a discuté avec des étudiants à nous du Niger qui étaient en Suisse et tout naturellement, on s'est aperçu qu'il y avait une demande, il y avait un besoin et pour nous, c'est une chance de pouvoir collaborer ici au Niger. Donc c'est une première université européenne qui va démarrer ici au Niger. Et quelle est la particularité qu'offre cette université pour les étudiants? Alors déjà, une des particularités est dans votre question, c'est la première. C'est la première université européenne présente au Niger et j'espère que ça en appellera d'autres. Parce que ça va permettre de stabiliser les choses et ça va permettre de donner à d'autres universités de venir, ce que l'on souhaite. Là aussi, un point qui est important pour nous, c'est que la particularité que nous avons, c'est que tous les enseignants sont des enseignants qui viennent de chez nous, c'est-à-dire qu'en fait,
On n'a pas de partenariat avec des universités nigériennes, même si ça peut se faire dans le futur. Mais tous les professeurs viennent, comme moi, je suis un exemple des professeurs. On vient de 24 nationalités différentes et on est tous basés sur Genève et on viendra enseigner ici. Donc la particularité, c'est vraiment une université européenne 100% présente au Niger, ce qui va permettre aux étudiants nigériens d'avoir la même éducation et le même enseignement qu'ils auraient pu avoir à Genève. Oui, donc quelles seront les conditions d'accès? Comment les étudiants peuvent postuler pour accéder à cette université? Alors les conditions d'accès, on vise la qualité, c'est-à-dire que quelque part, vous comprenez bien que si on fait venir des professeurs ici, il faut qu'au niveau des étudiants, on ait du répondant. Donc les conditions d'accès vont être basées sur un examen d'entrée, qui aura lieu, je crois, de mémoire le 28 août. Le 28 août, les étudiants auront un examen d'entrée et en fonction des résultats qu'ils obtiendront, ils pourront être admis ou non dans notre université. Et une autre particularité que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que en fonction des résultats, ce sont les résultats des étudiants qui vont déterminer les frais de scolarité. Et donc, parlons-nous maintenant des branches qui seront enseignées. Quelles seront les branches de cette université? Alors, il y a 3 branches qui ont été séparées. La première, ça sera une faculté de droit. La deuxième, ce sera une faculté de management. Et la troisième, ce sera une faculté de diplomatie. Sans oublier un élément qui est fondamental, c'est la formation continue. Nous allons avoir des formations continues, soit directement adaptées, soit carrément ad hoc, c'est-à-dire qu'on ira dans les entreprises et en fonction de ça, on mettra en place des plans de formation. Oui, donc à la fin des séquences, quels sont les diplômes qui seront attribués ou qui seront décernés Alors là aussi, c'est un élément qui est fondamental pour nous, c'est-à-dire que comme l'enseignement est 100% fait par nos professeurs, quand je dis 100%, c'est pas tout à fait vrai. Nous allons intégrer des professeurs nigériens, puisque je pense qu'à un moment donné, l'échange, il faut qu'il y ait... Pour qu'on gagne tous, il faut qu'il y ait un échange. Donc il est clair que, comme les cours sont faits en grande majorité par les professeurs de chez nous, les étudiants obtiendront le bachelor d'ici, UMEF of Niger, mais aussi le bachelor UMEF Genève. Donc ils auront un bachelor européen. Et pareil, si c'est au niveau master, ce sera un master ici et un master européen. Donc ils ont le double diplôme. C'est fondamental pour nous. Et pour qu'on puisse donner le double diplôme, on pense qu'il est très important que ce soit des professeurs de chez nous qui puissent venir régulièrement faire cours ici. Donc par exemple, moi-même, j'aurai à intervenir en gestion de projet ou en commerce international et je viendrai avec grand plaisir au Niger. Oui, et après, est-ce qu'il y aura d'autres possibilités pour des étudiants d'aller dans d'autres pays encore? Tout à fait. Alors là aussi, on vit dans un monde global aujourd'hui. Un monde global, ça veut dire que l'enseignement va être global et on veut permettre à nos étudiants, donc d'ici à Niamey, s'ils le souhaitent, ils pourront faire un semestre dans notre antenne à Bamako, ils pourront aller à Genève, ils pourront aller à Dakar au Sénégal. Un semestre, une année, en fonction de leurs souhaits. Et aussi un point qui est important pour nous, s'ils souhaitent venir faire des études à Genève en 3e année, par exemple, une année, ils paieront le même prix qu'ils paieraient à Bamako. Parce qu'il faut être réaliste. Il faut que ça soit faisable. Oui, donc maintenant, parlons à présent du programme. Quel sera le programme que vous allez dispenser? Alors en fait, il y a double contrainte, si vous voulez. La première contrainte, c'est nous sommes un diplôme européen, et la deuxième contrainte, nous voulons des spécificités nigériennes. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir bien sûr un cœur de programme qui va être, par exemple, si je prends le management, il est clair que il faut apprendre à manager, il faut apprendre à s'intégrer, il faut apprendre à prendre des risques. Et il faut pouvoir trouver du travail. Donc ça, ce sont les 4 éléments de base du programme. Et il faut tenir compte de la spécificité nigérienne. On n'est pas là pour dire, voilà ce qu'on fait en Suisse et on le recopie, on le reproduit en Niger. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir qu'on ait des spécificités nigériennes. Avec les contraintes, j'ai vu votre journal tout à l'heure, avec des contraintes... la Suisse n'a pas les mêmes difficultés aujourd'hui que n'a le Niger, mais elle les a eues il y a quelques années en arrière. Oui, donc on voit que c'est une université vraiment qui a assez d'ambition. Et quelle garantie vous donnez aux parents et Alors déjà, il y a une première garantie qui est fondamentale pour nous, c'est que on est là pour longtemps. Et quand je veux dire qu'on est là pour longtemps, vous avez vu dans le reportage d'avant,
On a des bureaux, on s'installe ici. On espère avoir à terme 800 étudiants, donc on est là pour du long terme. Il est même envisagé de construire nos propres locaux à terme. Donc on n'a pas pour vocation à venir et à repartir. Alors les garanties, ça c'est sur le long terme. L'autre garantie pour les parents, c'est le double diplôme européen, c'est fondamental. Et l'autre garantie pour les parents, c'est que ce double diplôme est accessible financièrement, puisque nous avons un système de scolarité qui est au mérite. Plus vous êtes bon, moins vous payez. Voire, si vous êtes très bon, vous ne payez pas du tout. C'est aussi simple que ça. J'imagine que vous avez déjà de nouveaux projets sur Niger. Alors, c'est-à-dire que notre président, M. Sangdel, est quelqu'un de très dynamique. Il a 1000 projets à l'heure, mais il a une particularité, c'est qu'il les réalise. Donc, c'est-à-dire que nous avons commencé à Genève, il y avait Kaboul, il y a eu Bamako, il y a eu l'Iran, il y a eu le Sénégal, aujourd'hui il y a le Niger, il y a l'Arménie qui est en cours. Et vous savez, pour cette période de croissance, à un moment donné, il faut savoir, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on stabilise? Donc là, on en est dans cette phase-là, où cette année, on va peut-être stabiliser, mais on ouvrira d'autres centres en Afrique de l'Ouest, pour sûr. Pour avoir juste un aperçu sur la qualité du corps professoral, qui est Stanislas? Il faut présenter un peu votre domaine d'intervention. Je dirais que je suis un professeur classique. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un professeur classique chez nous? J'ai 2 doctorats, on a tous nos reconnaissances académiques, mais il y a aussi, ce qui est fondamental pour nous, la reconnaissance professionnelle. Donc j'ai eu la chance dans ma vie d'être directeur financier du groupe Carrefour, dans un groupe Carrefour. J'ai eu l'occasion d'être directeur export en Écosse et actuellement je travaille beaucoup sur la Chine. Donc je pense qu'aujourd'hui l'enseignement a changé. C'est-à-dire que il y a quelques années, c'est la philosophie UMEF, il y a quelques années, on pensait que la salle de classe était le point d'arrivée de la connaissance, et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est pas vrai. La salle de classe est le point de départ de la connaissance, c'est-à-dire que les professeurs aujourd'hui, la reconnaissance académique est une chose, elle est fondamentale, mais elle n'est pas suffisante. Il faut l'académique et le professionnel. Donc je suis quelqu'un qui travaille, j'ai exercé plein de métiers différents dans ma vie, parce que c'est intéressant de pouvoir restituer ce genre de choses. Et avec les autorités ici au Niger, comment ça va se passer? Alors, justement, merci de poser la question, parce que ça me permet de remercier les autorités nigériennes. Nous avons une délégation, dont je ne fais pas partie, mais en mois de janvier, qui est venue ici, qui a rencontré votre président de la République, qui a exposé le projet. Là, actuellement, j'ai passé la journée à l'Assemblée nationale, où nous organisons un séminaire avec les députés. J'y retourne demain et vendredi. Et les contacts se passent très bien, parce que je crois vraiment que les deux côtés ont compris qu'il y a une synergie qui est évidente. Donc, je suis vraiment très reconnaissant de l'aide et accessoirement d'excellent accueil que nous avons eu sur ces 3 derniers jours. Et demain, c'est avec grande envie que je retourne au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc, votre local, c'est largement suffisant. Tout le monde peut avoir de la place là-bas? C'est largement équipé? Écoutez, le local est très bien. Il est très bien. Il est clair que le jour, mais j'espère qu'il sera très rapide, où on aura 700, 800 étudiants, on sera obligé de trouver un emplacement plus grand. Et comme je vous dis, c'est un des projets de l'UMEF, c'est de construire en dur des locaux. Donc vos propres locaux? On est à la recherche d'un terrain. Donc, M. Stanislas, quel est votre mot de la fin pour finir avec vous? Mon mot de la fin, c'est... j'ai été très impressionné il y a peu de temps quand j'ai lu la lettre envoyée aux jeunes Africains de Mamadou Ampateba, et qui disait que il faut que la jeunesse se prenne en main, et parce qu'elle a le potentiel. Le potentiel, il est très fort. C'est aussi une des raisons pour laquelle on vient en Afrique de l'Ouest et au Niger en particulier. Il faut qu'elle se prenne en main, il faut qu'elle croie en elle, et il ne faut pas qu'elle se dise il y a tellement de problèmes qu'on ne peut rien résoudre. Tout à l'heure, je regardais les problèmes de canalisation ici à Niamey. Est-ce qu'ils sont graves? Oui. Est-ce qu'ils sont catastrophiques? Oui. Est-ce qu'ils sont éternels? Non. Mais il n'y a que la jeunesse d'ici
et les politiques qui pourront résoudre ce problème. Donc, on vient ici avec un grand espoir et une grande envie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université suisse UMEF. Off Niger, Université de Management et de l'économie et des finances. Tout à fait. Dont le siège a été inauguré hier ici à Niamey au quartier Couronne Nord et les activités académiques seront lancées en principe en octobre prochain. Pas en principe. L'examen est le 28 août. Il y en a un deuxième, parce qu'on peut le rater une seule fois. Donc le deuxième examen d'entrée, je crois, il a lieu le 12 septembre. Et la rentrée officielle, je crois, elle est prévue le 2 octobre. Donc c'est du chaud, quoi. Bonne chance et bon vent à l'université suisse UMEF branche Niger. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accueilli. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Le syndicat national des couturiers et couturières du Niger, Syncouture, a tenu son deuxième congrès statutaire ce mercredi au siège de la Confédération nigérienne des travailleurs du Niger, CDTN. Au cours de ce congrès, les participants vont procéder au renouvellement du bureau exécutif. N'est-ce pas, Nafisa Yahaya et Halid Bourema? Ce deuxième congrès des couturiers intervient à un moment où les travailleurs de ce secteur se battent pour bénéficier des avantages liés à la protection sociale, d'où le choix du thème de ces assises. Quelle protection sociale pour les travailleurs du secteur informel, cas des couturiers? Ce congrès est une occasion pour le comité exécutif sortant de dresser le bilan des activités tout au long de son mandat. Le thème de notre congrès vient à point nommé car, comme vous le savez, nos militants, dans leur écrasante majorité, ne bénéficient pas de protection sociale. C'est le lieu ici d'inviter tous les congressistes à une grande réflexion pendant les débats afin que vos militants puissent bénéficier les avantages de la protection sociale à tous les niveaux. Ce congrès se tient avec le soutien de la CDTN, centrale d'affiliation de la Syncouture. Au cours de vos travaux, vous aurez à amender les textes fondamentaux de votre syndicat et de renouveler les organes dirigeants de votre structure en vue d'améliorer vos conditions de vie et de travail tout au long du mandat à venir. À cet effet, je tiens à vous rassurer du soutien total et indéfectible de la CDTN dans toutes les actions que vous serez amenés à entreprendre. Je salue le dynamisme et l'activisme dont votre syndicat a fait preuve de sa création à aujourd'hui. En présidant l'ouverture de ce congrès, le directeur de cabinet du ministère de l'Emploi a réaffirmé la ferme volonté des autorités à créer les conditions pour le développement de cette activité. Les contraintes de ce secteur sont nombreuses. Il mérite donc toute l'attention des pouvoirs publics en raison de sa contribution positive en matière de création d'emplois et de revenus. Aussi, est-il besoin de rappeler qu'au Niger, le droit à la protection sociale est consacré par la Constitution du 25 novembre 2010. De même, faut-il le rappeler, notre pays a adopté en septembre 2011 la politique nationale de protection sociale qui constitue un maillon important visant la réduction de la vulnérabilité économique, sociale, alimentaire, nutritionnelle et la protection contre divers autres risques de la vie. À cet égard, mon département ministériel a pris une part active dans le processus ayant abouti à l'adoption de cet important dispositif de protection des travailleurs et des autres couches socio-professionnelles de notre pays. Enfin, la secrétaire générale du Syncouture exhorte les membres de la Syncouture de choisir des hommes et des femmes qu'ils estiment être à la hauteur de défendre leurs intérêts matériels et moraux. Justement, Nafisa Yahaya, au terme d'une journée de travaux, les congressistes ont renouvelé le bureau exécutif dont je vous propose de suivre la nouvelle secrétaire générale élue. Nous voici au terme de nos travaux, au cours desquels nous avons eu à discuter sur un thème
de notre Congrès à amender les textes fondamentaux et à élire un nouveau bureau de notre organisation chargé de diriger notre syndicat pour les 3 ans à venir. À cette occasion, nous avons réfléchi sur les voies et moyens pouvant permettre aux couturières et couturiers de bénéficier des avantages de la protection sociale. Camarades congressistes, il vous revient maintenant de vous mettre au travail pour le rayonnement de notre syndicat. Répondre aux attentes des militantes et des militants qui ont placé leur confiance en vous. Avant de terminer, je réitère vos remerciements de la CDTN et souhaite un bon retour à tous les délégués. C'était à l'instant donc la nouvelle secrétaire générale élue du syndicat national de couturiers et couturières du Niger. Du sport dans ce journal, et c'est pour parler de ce point de presse ce matin de la Fédération nigérienne de triathlon. Objectif à annoncer le lancement d'une nouvelle compétition qui va débuter le 6 août prochain à Niamey, une compétition dénommée Triathlon de l'indépendance. Le point avec Abdelrazak Hamidou et Aboubakar Soleil. L'objectif premier de ce point de presse est de faire porter à la connaissance de tous de la mise en place très prochaine d'une compétition de triathlon dénommée Triathlon de l'indépendance. Initialement prévue pour se tenir le 3 août, cette compétition aura finalement lieu le 6 août prochain à Niamey. Visera à faire la promotion du triathlon et concernera 3 catégories. Nous aurons la catégorie élite qui va être, en tout cas pour la première fois, parce qu'il faut qu'on se conforme aux normes. Donc il y aura une catégorie athlète et comment on appelle ça élite, donc c'est-à-dire un peu le haut niveau. Et la deuxième catégorie, ça va être le groupe d'âge qu'on appelle age group en anglais. Donc ce groupe d'âge concernera tout, en tout cas celle ou celui qui en tout cas se sent apte à faire le triathlon, de 100 ans jusqu'à 20 ans, jusqu'à 20 ans, oui. Donc, ça, on invite en tout cas tout le monde à essayer cette activité. En dehors de cette catégorie, il y aura la catégorie des jeunes. Vous n'êtes pas sans savoir que pour développer un sport, en tout cas, il faut le commencer à la base. Et nous avons inscrit ça, en tout cas, dans notre démarche. Surtout que nous avons des instances plus tard et des projets par rapport aux compétitions. La dernière activité de cette fédération nigérienne de triathlon remonte au 5 mars passé, puis s'en est suivi les championships en Égypte puis en Tunisie pour la Coupe d'Afrique. Ce présent point de presse vise aussi à faire la lumière sur les relations que la fédération nigérienne de triathlon entretient avec le COSNI. On nous fait pratiquement 1 an, voire 4 à 5 mois d'exercice, et que nous sommes une fédération qui est légalement reconnu. Force est de constater que, à notre grande surprise, jusque-là, le COSNI reste silencieux. Et nous ne savons pas jusque-là, parce qu'il faudrait qu'on écrive à quelqu'un après de façon administrative. Quand on vous écrit, il faut répondre pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Personnellement, je me suis déplacé une fois au COSNI pour demander est-ce qu'ils ont réellement reçu notre correspondance. On m'a répondu à l'affirmative qu'ils ont reçu, parce qu'ils ont déchargé. Nous avons écrit une correspondance à l'intention du ministre de la Jeunesse et des Sports le 15 juillet, dont je vais vous faire part de la lettre, où nous lui avons expliqué notre situation par rapport en tout cas à l'affiliation au COSNI. Et nous lui avons demandé
en tout cas d'être un arbitre. Nous remplissons toutes les conditions. Nous ne voulons pas aller à des remous parce que ça n'arrange personne. Mais si le COSNI s'entête, nous risquons d'aller en tout cas devant les juridictions nationales et aussi internationales, notamment le TAS. Rendez-vous est ainsi pris pour le 6 août à la piscine olympique de Niamey. Merci Abdrazak Hamidou. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.